À l'heure où l'on célèbre les investissements du Qatar en France, à l'heure où l'on célèbre la Coupe du PSG, nous avons voulu revenir ce soir sur le sort de ce Français emprisonné depuis près d'un an au Qatar. Son épouse, qui a pu s'échapper du pays avec ses 2 enfants, est avec nous ce soir. Bonsoir Isabelle Marongiou, merci d'être avec nous. Vous publiez aujourd'hui le récit de ce qui est arrivé à votre mari. C'est aux éditions des Nouveaux Auteurs. Vous allez nous raconter les conditions d'écriture de cet ouvrage, tout aussi ubuesque d'ailleurs que la situation que vit votre famille aujourd'hui. Avec nous aussi sur ce plateau, Vanessa Ratignier, bonsoir. Journaliste, enquêtrice et auteur d'un documentaire sur, on va dire, la face cachée du Qatar, en tout cas celle que l'on ne voit pas au-delà des clichés qu'on veut bien nous montrer, notamment pour la Coupe du Monde et autres. Alors, petit rappel des faits d'abord. 2005, votre mari décide qu'il va monter une société au Qatar sur les conseils d'amis. Il est obligé d'avoir un investisseur, un partenaire qatari, c'est la loi qui le veut. Oui. Et puis comme la société marche bien, eh bien ce partenaire qatari lui dit un jour: finalement, tout est à moi, tu peux repartir. Il ne se laisse pas faire, il sera emprisonné. On a pu le joindre, c'était le 27 août dernier. Sur ce plateau, on était en direct avec lui par Internet. Il avait décidé de médiatiser son cas, justement pour espérer pouvoir sortir de ce pays dans lequel il était, dit-il, retenu en otage. Écoutez son témoignage alors. Après avoir été esclave, c'est-à-dire travailler sans payer, puis otage dans ma liberté de mouvement, je suis maintenant un fugitif et je fais très attention à tout ce que je fais pour ne pas qu'on me remette en prison. Et là, par exemple, je crains qu'on frappe à ma porte d'une chambre que je loue dans une villa au nom d'un ami. Si on me trace sur Internet ou par mon téléphone, on peut très bien, pour les propos que je tiens, me remettre en prison. Et 6 jours plus tard, il sera retrouvé et emprisonné. Isabelle, les conditions de sa détention depuis le 2 septembre, c'est quoi ? Il est dans un bloc, il est dans une prison où il y a plusieurs blocs. Et dans ce bloc, il est dans une cellule où ils sont 8 ou 10 prisonniers. Il n'y a pas de fenêtre, il ne voit pas la lumière du jour depuis 6 mois. Donc voilà, ça se passe comme ça. Comment vous avez pourtant réussi à sortir ces manuscrits, ces témoignages qui vous fait passer pour les publier aujourd'hui? Comment est-ce que vous avez fait? C'est vraiment très très compliqué. Il y a des téléphones illégaux qui circulent dans toutes les prisons du monde, je crois. Et donc moi je téléphonais avec Internet et je mettais le téléphone contre le haut-parleur et j'ai enregistré comme ça plus de 12 heures d'écoute, 101 enregistrements. Ça s'est fait sur plus de 3 mois. Donc c'était très long, très très difficile parce que souvent il était coupé parce qu'il y avait des prières, où il y avait des gens, où il y avait des fouilles. Et c'était très 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 compliqué, très long. Et qu'est-ce qu'il vous dit, son état d'esprit aujourd'hui? Aujourd'hui, il est très fatigué. Il a une dose de désespoir et une dose d'espoir avec ce livre. Parce qu'il faut que ça soit connu, mais vraiment connu, parce que c'est pas une légende urbaine. Il y a vraiment la kafala au Qatar et il y a vraiment ce genre de situation est possible et ça existe. Donc, Alors pour ceux qui nous regardent et qui n'avaient pas suivi effectivement l'émission, on avait déjà expliqué tout ça fin août dernier. Au Qatar, il faut avoir un exit visa quand on est étranger pour pouvoir sortir. On ne lui a pas donné évidemment tant qu'il n'avait pas signé les papiers comme quoi il renonçait à sa société sur place. Vous avez enquêté sur place, c'est quelque chose qui a cours pour tout le monde. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas un problème particulier avec ce monsieur? Nous, en fait, on a donc enquêté au Qatar dans le cadre d'une enquête avec Pierre Péan pour donc le documentaire dont vous avez parlé, qui était réalisé par Christophe Bouquet et Clarisse Feltin. En fait, tout étranger qui se retrouve au Qatar se retrouve totalement soumis au bon vouloir d'un Qatari, c'est-à-dire qu'il doit avoir un sponsor et qu'il ne peut rien faire dans ce pays sans l'aval de son sponsor. Et comme vous le dites justement, un exit permit est nécessaire pour quitter le pays. C'est-à-dire que si vous souhaitez sortir du Qatar pour voir votre famille ou pour partir en vacances, la signature de votre sponsor qatari est requise. Sans ça, vous ne bougez pas au Qatar. Donc ça peut être utilisé aussi comme un moyen de chantage par les Qataris, soit sur leurs associés étrangers, soit sur les personnes qu'ils emploient. Je pense notamment aux ouvriers ou aux domestiques. Comment vous aviez réussi à sortir avec vos 2 enfants, Isabelle Marongiou? Ça a été très compliqué puisque le sponsor avait menacé mon mari que s'il parlait à qui que ce soit de cette affaire, mes enfants et moi-même serions bloqués, ce qui est arrivé. Et, il n'en a pas parlé et mes enfants ont été bloqués. On a réussi à débloquer la situation pour eux. On a été à l'aéroport pour partir et moi j'ai été bloquée. Et j'ai appris à l'aéroport que j'avais une interdiction de sortie depuis le mois d'avril. Et donc mes enfants sont sortis avec une autre personne, mon beau-fils justement, quelques jours plus tard. Et moi je suis restée là. On essaie de comprendre pourquoi. J'ai pensé que c'était à cause une facture que j'avais payée en retard ou une babiole. Et j'ai compris que c'était un coup du sponsor. Alors, vous avez finalement réussi à sortir avec vos 2 enfants. Votre mari a essayé de le faire, une tentative d'évasion qu'il nous avait racontée. Ce qui étonne dans cette affaire, c'est la réaction, ou plutôt la non-réaction de la France. Écoutez.
À minuit, un autre soir de Ramadan, il y a quelques semaines, j'ai pris un kayak acheté chez Gosport à Doha et je suis parti vers le Bahreïn contre les courants, contre la marée qui allait dans le sens inverse de ma progression, jusqu'à ce que vers midi, des pêcheurs me récupèrent et me laissent sur une plage au Bahreïn. J'ai donc pris un taxi directement vers l'ambassade de France où j'ai demandé un document, une lettre de sortie du territoire qui m'a été refusée. Voilà, on lui a dit non, c'était l'occasion ou jamais de le récupérer à ce moment-là. Vous leur en voulez aux autorités françaises? Oui. Je vais être honnête, oui. Et depuis, qu'est-ce qu'ils font? Alors, je vais être diplomate. J'espère que leur efficacité est aussi grande que leur silence. J'espère qu'ils agissent. Mais ils vous répondent, ils vous parlent, ils vous disent on fait quelque chose pour lui, ils vont le voir en prison, il y a un consul, un ambassadeur qui va le voir? Alors avec moi, absolument aucune communication, mais vraiment aucune, hein, rien. Et avec mon mari, la consul va le voir une fois tous les mois ou tous les 1 mois et demi pour lui demander des nouvelles. Et c'est tout. Aberrant, hein. C'est elle qui demande à mon mari des nouvelles. Vanessa Ratignier, qu'est-ce qui explique tout ça? Les enjeux économiques immenses derrière? C'est une possibilité. Après, en fonction, d'après la Convention de Vienne, il revient aussi à chaque ambassadeur et au corps diplomatique de défendre les intérêts de la République française et aussi les intérêts des ressortissants. Donc effectivement, le Qatar est un pays avec lequel il y a beaucoup d'enjeux économiques, notamment. Maintenant, on a quand même l'avis de différents ressortissants qui sont dans la balance. Donc Jean-Pierre Maranju est encore aujourd'hui détenu au Qatar. Vous parliez justement d'autres Français qui ont... Il y en a 3, je crois. Il y avait Zahir Bellounis, Stéphane Morello et Nasser El-Awartani qui étaient aussi piégés par le système de la kefala au Qatar, auquel leur sponsor ou leur employeur ont fait une forme de chantage pour qu'ils renoncent à des droits, à savoir leur salaire ou au capital qu'ils avaient investi dans leur société, si ces Français n'acceptaient pas de se soumettre à ce chantage. Il n'y avait pas d'exit permit. Donc, et ce sont des cas isolés, ces 3-là? Il y a beaucoup d'investisseurs au Qatar où fondamentalement ça peut arriver à n'importe qui à partir du moment où on n'a pas les appuis qui vont bien? Alors il y a plusieurs investisseurs au Qatar. Il y a quand même pas mal de Français qui sont partis s'installer là-bas. Il y a différentes grandes entreprises aussi qui sont présentes sur place. Après, tant que tout va bien avec votre partenaire, votre sponsor qatari ou votre employeur, il n'y a aucun problème. Le problème commence si vous tombez sur un partenaire ou un employeur qui est très peu scrupuleux et là, vous êtes totalement dénué de tout droit. Il le connaissait avant de partir là-bas? Oui, puisqu'il a rencontré le sponsor, celui qui n'apparaît pas officiellement dans les papiers. Il l'a rencontré à Londres quand il travaillait en Angola pour Detenor Veritas, une société norvégienne. Donc il a été, on va dire, repéré pour ses talents dans une conférence à Londres. Oui, Donc, et c'est cette personne-là qui lui a demandé de venir. En fait, il enseigne le management à la française. Apparemment, on est assez bon là-dessus. Et le Qatar lui a demandé, venez l'enseigner chez nous parce qu'on en a besoin. Voilà, c'est ça. Et alors, le moment où ça a complètement dérapé, ça a été quoi? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, on s'est posé longtemps la question avec mon mari, à quel moment tout a basculé? Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est quand mon mari a dit dans une émission de télévision que le Qatar était un pays esclavagisme? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'était déjà préparé en avance? Je ne sais pas. Parce qu'on n'arrive pas à savoir quel est l'élément déclenchant. Aujourd'hui, vous demandez quoi aux autorités françaises? Vous leur dites quoi? C'est quoi le message que vous leur faites passer ce soir? Parce qu'ils ne vous parlent pas. Ils ne me parlent pas, non. Alors dites-leur. Je leur demande, en tant que Français, qu'ils assument leurs responsabilités et qu'ils aident tous les Français, comme l'a dit François Hollande. Tous les Français. Mon mari, y compris, et qui le ramène en France vivant. Vous avez tout de même pas de doute sur cette question? Qu'il revienne vivant, dites-vous? Alors, pour être honnête, j'ai eu des doutes très longtemps. J'ai même enregistré plusieurs fois mon mari, quand il parlait encore avec mes enfants sur Skype, en me disant qu'un jour, si jamais il ne revient pas, j'ai au moins ces restes de témoignages où il parlait avec les enfants. Donc oui, pendant quelques mois, j'étais même pas sûre qu'il revienne vivant. Maintenant, alors je me force à y croire. Et j'espère que la France va vraiment jouer son rôle. La prochaine date pour vous, il y a quand même une fin de peine. Ça reste un État avec un droit. Il n'y a pas une sortie de prison qui est prévue? Non, puisqu'il n'y a pas de condamnation, rien n'a été fait. Il n'y a pas eu de vrai jugement, il n'y a rien, on n'a pas de papier, on n'a rien, on ne sait pas pour quel chèque il est condamné, pour combien de temps, on ne sait pas. Puisque les avocats qataris n'ont pas le droit de plaider devant le juge, on ne sait rien. On ne sait pas. En plus, on n'a pas d'avocat, on n'a pas les moyens de s'en payer.
Donc non, je ne sais pas du tout. Si ça va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Vanessa Ratignier, pour conclure, le conseil que vous donneriez à ceux qui voudraient investir au Qatar, c'est de ne pas y aller ou c'est de s'y prendre éventuellement autrement, ou on n'a pas le choix, quand on y va, on prend ce risque? C'est pas évident. Je pense que beaucoup de personnes qui partent s'installer au Qatar et qui partent investir au Qatar n'ont pas conscience du piège dans lequel ils risquent de se retrouver coincés, en fait. Et je pense justement qu'il faut absolument médiatiser la situation tragique dans laquelle se trouve Jean-Pierre Marangju pour que les gens soient informés, pour que les gens sachent aussi quel type d'État est le Qatar, parce que le problème surtout, c'est que Jean-Pierre Marangju n'a pas pu défendre ses droits. C'est-à-dire qu'il crie son innocence depuis des mois. Et comme le disait justement Isabelle Marangju, il n'a pas d'avocat, enfin il ne peut même pas faire valoir ses droits, quoi. Merci à toutes les deux. Merci Isabelle Marangju pour votre témoignage, pour votre courage. Et nous continuerons à parler de cette histoire comme nous l'avons fait depuis le mois d'août dernier. Merci à vous. Vous restez avec nous à suivre le journal.